aux rencontres économiques d'Aix, sur le plateau de la Tribune, au cœur du Parc Jourdan. On va faire une interview qui me fait très plaisir. J'ai eu grand plaisir à recevoir Jacques Aschenbroich, le patron de Valeo depuis 13 ans. C'est le bilan d'une action assez déterminée pour faire de Valeo grand équipementier automobile. Quand vous avez pris les rênes de Valeo, Jacques, c'est pas facile, hein, c'est la crise de 2008, c'était un peu le poteau noir, un peu comme aujourd'hui, on était dans un monde incertain, on se demandait même si ça n'allait pas être la fin du monde avec la crise financière. Là, on ne sait pas si on va pas vivre une troisième guerre mondiale. On est finalement entre deux moments de l'histoire importants, crise financière, crise géopolitique. Et j'ai envie de vous demander de nous raconter un peu à la fois cette expérience que vous avez vécue comme patron de Valeo, parce que vous n'êtes plus le dirigeant opérationnel aujourd'hui, vous êtes le président du conseil d'administration, prenez également la présidence, ça c'est pour la perspective, mais on en parlera moins, du groupe Orange. Et donc ces 13 ans à la tête de Valeo ont été des années de grandes transformations, et c'est le thème de ces rencontres économiques, les transformations du monde. Valeo, c'est finalement l'histoire d'une grande transformation. Alors c'est l'histoire d'une grande transformation. Vous disiez qu'on avait l'impression en 2009 que le monde pouvait s'écrouler, mais Valeo n'était pas loin de s'écrouler aussi. Et ce qu'il a fallu, c'est retrouver une direction qui était basée très profondément sur l'innovation. Il y avait des points forts extraordinaires à Valeo, et on va en reparler. Et il fallait investir sur ces points forts et petit à petit délester les points qui étaient des fragilités. Alors, les points forts, c'était évidemment une perle qui était totalement sous-estimée, ce qu'on appelait à l'époque le stop and start, qui est le début de notre aventure électrique. Stop and start qui permet de couper le moteur par l'alternateur. On coupait le moteur pendant qu'on s'arrêtait à un feu rouge, par exemple. Et très visionnaire pour économiser l'énergie, l'essence. Et qui était un produit qui finalement, était presque aussi efficace que le diesel, pas tout à fait aussi efficace. Et on l'a présenté de façon très volontariste au Mondial de l'automobile en 2010 à Paris. Et je vous garantis qu'on n'a même pas eu un succès d'estime. C'était, oui, c'est très bien, mais c'est vrai que ça marche avec de l'essence, mais le diesel, c'est parfait. Mais on a insisté, on a persévéré, on a fait le tour de tous nos clients. Et puis tout d'un coup, il y a un événement qui s'est produit, c'est le Dieselgate. Et ce produit qui paraissait voué à prendre l'essentiel du marché européen, qui était le diesel, s'est totalement écroulé. Et on a développé, on fait maintenant probablement entre 1 milliard et 1,5 milliard avec ce produit qui est l'hybride à base d'un alternateur un peu plus sophistiqué. Et ça a été la base de notre aventure électrique, de notre joint venture avec Siemens dans le haute tension et non pas dans la basse tension, où on est devenu probablement, maintenant qu'on rachète, on l'a racheté finalement, c'était le 4 février dernier, 100% des actions de Siemens dans la Valeo Siemens. On devient à la fois sur la basse tension et sur la haute tension le leader incontesté dans le véhicule électrique. Alors si on porte un regard sur ces 13 ans, en 2008, effectivement, vous le rappeliez, 2009, Valeo était très mal en point. Les recettes qui vous ont permis de rebondir, c'était le pari du long terme, le pari de la R&D et une vision de l'avenir de l'automobile. Alors, on est dans un métier où on a peu de clients et les clients sont très puissants. La seule façon de résister aux clients, c'est d'être très innovant. Et donc, on a décidé à l'époque d'augmenter considérablement nos dépenses de R&D et de s'installer dans les pays à très forte croissance. Les pays à très forte croissance, évidemment l'Asie et les pays émergents, mais principalement la Chine, mais aussi le Japon, mais aussi la Corée et maintenant l'Inde. Donc c'était finalement une double perspective, les pays dans lesquels on investit et la R&D, de manière à être extrêmement innovant, avec deux points directeurs. L'un qui paraît évident aujourd'hui, mais qu'on a mis dans notre plan stratégique dès la fin 2009, c'est la réduction des émissions de CO2. C'était évident quand on arrive dans un groupe automobile que la réduction des émissions de CO2 dans un monde où la mobilité représente près de 20% des émissions de CO2 dans le monde, l'impact absolument considérable des émissions de CO2 devait être une ligne directrice et on avait les produits pour le faire. Et l'autre sujet, c'était l'assistance à la conduite. On connaît tous dans les voitures un petit bruit qui fait bip bip bip, ce sont des capteurs ultrasons, on doit avoir 40 à 45% du marché. On a décidé, à partir de ce produit, de se spécialiser sur l'assistance à la conduite, un peu la voiture autonome, mais c'est plutôt une assistance à la conduite en milieu urbain.
donc basse vitesse. Et on est devenu très vite le leader incontesté avec probablement près de 50% du marché sur l'assistance au parking. Chacun d'entre nous, on adore les voitures, on adore conduire, mais on déteste on n'aime pas les abîmer. Oui. On n'aime pas les abîmer. Et donc ça a été là aussi la base d'une seconde aventure qui est l'assistance à la conduite, qui est une perle. On est le leader mondial dans les deux côtés finalement, l'électrique et l'assistance à la conduite. On est incontestablement le numéro 1 mondial. Ça commence à être reconnu par les marchés financiers. Et on a eu le courage, dans une période des années 2017-2020, d'augmenter considérablement nos dépenses de R&D, d'augmenter considérablement nos investissements, donc de réduire ce qu'on appelle le free cash flow, c'est l'argent qui reste une fois qu'on a tout dépensé. On l'a payé très cher en termes de capitalisation boursière. Les marchés n'aiment pas trop. Ils adorent financer une start-up comme Tesla, mais quand c'est un groupe structuré comme le nôtre, ils sont toujours un peu inquiets. Donc je crois que le Conseil a accepté cette volonté de préparer l'avenir. Le rôle d'un conseil, le rôle d'un directeur général, c'est vraiment de trouver le bon équilibre entre le court terme et le long terme. On a peut-être pendant quelques années privilégié le long terme, mais tout ça c'est derrière nous. On a développé des plateformes technologiques dans tous nos métiers qui sont exceptionnelles. Vous avez probablement vu qu'il y a quelques jours, BMW, que c'est très rare, annonce une coopération à long terme et une commande de plusieurs milliards d'euros avec Valeo dans tout ce qui est assistance à la conduite, à la fois le hardware et les softwares. Et donc ces produits sont reconnus par l'ensemble de nos clients. Donc ces deux objectifs, l'innovation pour aller dans une direction qui est la vision qu'on avait du monde automobile et les zones géographiques dans lesquelles on s'est implanté, font finalement qu'on est beaucoup plus solide aujourd'hui qu'on était il y a 13 ans. Alors parlons des innovations, l'électrification d'abord. Donc aujourd'hui, votre successeur Christophe Périllat va prendre la suite de cette stratégie, mais c'est la grande, évidemment, aventure, révolution de l'automobile. C'est pratiquement aussi important que l'invention de l'automobile, ce qui est en train d'arriver à cette industrie. Est-ce que vous êtes, je dirais, prêt, up-to-date pour y participer? Vous vous souvenez peut-être, on n'était pas présents ni l'un ni l'autre, mais qu'au moment la naissance de l'automobile, dans les années 1900 et quelques... J'étais un peu jeune. On y était l'un et l'autre extrêmement jeunes. Mais il y a eu une hésitation entre les deux formes de motorisation, c'est vrai, oui. Et finalement, pour une raison de coût, une raison de densité énergétique, d'efficacité, c'est le moteur à combustion qui l'a emporté. Et maintenant que les technologies ont fait énormément de progrès, on revient finalement à cette alternative qui est électrique. Moi, je pense que l'électrique, c'est fait. C'est évident. On a considéré depuis plusieurs années que le marché irait vers l'électrique. Alors, il y a des questions qui se posent, et vous avez vu les décisions du Parlement européen et de la Communauté européenne, c'est de dire est-ce que c'est 100% électrique? Est-ce qu'il pourrait y avoir des hybrides ou des carburants synthétiques avec une clause de revoyure en 2026, pardon. Mais la direction est là. Dans toutes les grandes zones du monde, que ce soit l'Asie, la Chine en particulier, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Amérique du Nord, le train, si j'ose dire, est parti vers l'électrique. Mais il y a une préoccupation qu'on doit avoir. Plus de voitures et de moteurs à combustion en 2035, c'est très bien. Mais il y aura un stock probablement d'1,5 milliard de voitures avec des moteurs à combustion. Il ne faudrait pas que la réglementation s'interroge uniquement sur le dernier gramme qu'on pourra gagner sur la voiture neuve qu'on vendra. Mais il faut s'occuper aussi de ce stock d'1,5 milliard de voitures qui mettront, si on produit 100 millions de voitures par an, 15 ans, 20 ans à se résorber. Et donc maintenant, il faut qu'on mette à la fois de l'intelligence et de la R&D sur comment réduire aussi les émissions de CO2 sur le stock existant. Est-ce que le sujet du rétrofit, c'est-à-dire d'électrifier des voitures aujourd'hui à combustion, est-ce que c'est, d'un point de vue d'économie circulaire, c'est pour des voitures aujourd'hui qui sont assez solides, est-ce que c'est, avec peut-être des progrès des batteries et des moteurs électriques qui seront peut-être moins lourds à l'avenir, est-ce que c'est et plus performant? On parle des batteries solides, etc., qui seront arrivées dans la fin de la décennie. Est-ce que ça peut être une solution transitoire pour éviter de jeter toutes ces voitures qui marcheront encore très bien? Alors, je pense qu'on ne les jettera pas parce que les propriétaires de ces voitures... non. Oui, mais ils ne pourront pas rentrer en ville, ils n'auront plus le droit d'aller en ville avec, ça va être un problème. 100 millions de voitures maximum produites chaque année, ça ne va pas se faire en un jour. Mais vous croyez à cette solution ou pas? Je pense qu'il ne faut pas essayer de donner la solution.
il faut donner la direction et laisser l'intelligence des entrepreneurs, l'intelligence des entreprises. Il y a des startups qui regardent ce sujet. Hein. Alors plutôt pour des voitures anciennes, mais ça peut être du carburant synthétique, même plus le carburant synthétique coûte extrêmement cher. Total travaille beaucoup sur le sujet du carburant synthétique. Les pétroliers y travaillent, il y a certains groupes automobiles allemands qui y travaillent. Donc ce sont des réflexions qui doivent avoir lieu. Mais il ne faut pas oublier cette question de qu'est-ce qu'on va faire de ce stock de voitures. Absolument, et je trouve que d'abord, les régulateurs, je suis toujours inquiet quand le régulateur donne la norme et la façon d'obtenir la norme. Je trouve qu'il vaut mieux laisser confiance à l'innovation, à l'intelligence, au dynamisme, à l'entrepreneur, etc. Mais il y a un sujet sur lequel je pense que collectivement l'industrie doit s'occuper, c'est comment réduire les émissions de CO2 du stock de voitures existantes et non pas uniquement des voitures neuves. Alors, il y a une deuxième tendance que vous aviez bien vue et vous avez investi, notamment le fameux LiDAR. On pourrait dire que c'est une sorte de super radar qui permet d'aller vers l'autonomie. Alors on n'y est pas tout à fait, hein. Vous pouvez rappeler l'autonomie niveau 5, c'est celle où on lâche le volant et on peut travailler ou dormir. On y est très loin, je pense, en tout cas en conditions de circulation normale, mais on en a fait des progrès. Donc pour Valeo, c'est le deuxième Graal, si je puis dire, de relais de croissance, l'électrification, l'autonomisation. Et c'est probablement, avec l'électrique, le domaine à plus forte croissance du groupe, avec deux étapes différentes. L'une qui est l'assistance à la conduite. C'est-à-dire, on a beaucoup de voitures qui ont le capteur ultrason dont je parlais tout à l'heure, les caméras. Ça a commencé par l'aide au parking, mais l'aide au parking ou regarder devant, regarder derrière, regarder ce qui se passe sur le côté de la voiture. C'est en fait. Donc la voiture a des yeux et des oreilles. Voilà, j'allais dire ce que j'utilise souvent comme formule, les yeux, les oreilles de la voiture, et puis un petit ordinateur qui permet, comme notre cerveau peut coordonner ce qu'on voit et ce qu'on entend, qui permet à la voiture de comprendre ce qui est autour. Et puis on fait de plus en plus de progrès pour de mieux en mieux comprendre l'environnement de la voiture et être capable de faire en sorte que cette voiture se déplace toute seule dans son environnement. Alors ce qu'on appelle le numéro 3, ou le niveau 3 de l'autonomie, c'est qu'on commence à être capable de ne plus toucher le volant, de ne plus toucher les pédales, et d'avoir une voiture qui, dans certaines circonstances, à certaines vitesses, conduit toute seule. Il y a deux voitures, une la classe S de Daimler et l'autre c'est la Legend de Honda, qui le font avec tous nos capteurs, et en particulier ce dont vous parlez, le LiDAR. Le LiDAR est très certainement, et là il y a un débat puisque Tesla pense qu'on peut le faire sans, mais c'est le seul. Tous les autres constructeurs ou entreprises comme Waymo qui travaillent sur la voiture autonome considèrent que le LiDAR est un élément indispensable pour la redondance et pour la compréhension de ce qui se passe autour de la voiture, est un élément indispensable à cette voiture autonome du niveau 3, puis le niveau 4. Le niveau 5, ce sera plus de volant, plus rien dans la voiture. Encore un peu de la science-fiction quand même. Oui, c'est de la science-fiction, mais les choses, comme toujours, dans ces innovations, viennent avec des hauts et des bas, ou tout d'un coup une accélération. L'accélération vers le niveau 3, elle est là. Et de plus en plus. Est-ce que l'autonomisation va avec l'électrification ? Est-ce que c'est... évidemment, on peut le faire avec un moteur à combustion, mais est-ce que quelque part c'est une vision du futur aussi on n'aura plus besoin de permis de conduire, par exemple. Pour tous les jeunes, d'ailleurs, ils ont de plus en plus de réticence à passer le permis. Est-ce que les deux vont ensemble ? Pas forcément. Mais c'est assez spectaculaire de voir que les deux innovations progressent ensemble. Donc, et en fait, c'est évidemment beaucoup plus facile une voiture qui est électrique pour l'ensemble des manœuvres qu'on a à faire, donc c'est plus facile. Mais les deux pourraient être indépendants. Mais on voit que c'est assez rare dans l'industrie que dans un monde qui est celui de la voiture, les deux innovations aussi structurantes se passent en même temps. La France est une des grandes nations de l'automobile. On fait partie des inventeurs de l'automobile avec d'autres, bien sûr. Mais vous citez tout à l'heure les origines de l'automobile. Là, on est dans le futur de l'automobile et à la rentrée, à l'automne, il va y avoir le retour du mondial de l'auto. C'est une grande tradition française. On a l'impression qu'il n'y a pas d'engouement pour ce mondial de l'auto, même des constructeurs auto eux-mêmes. Est-ce que, alors ça c'est au-delà simplement des équipementiers, vous y serrez j'imagine certainement, mais il y a certains qui veulent bouder carrément. Est-ce que c'est parce qu'on a aujourd'hui un avenir un peu flou sur est-ce que la voiture a encore la propriété notamment de la voiture, ce côté un peu, ça faisait partie des 30 glorieuses, du rêve de tout le monde. Je disais, nos enfants aujourd'hui, c'est pas forcément leur rêve premier de passer leur permis. Est-ce qu'on a aujourd'hui un moment un peu de réflexion sur c'est quoi l'automobile et la mobilité et que du coup le mondial justement ne retrouve pas
après ces années d'abstinence du Covid, sa place? Vous posez beaucoup de questions en une seule question, qui n'est pas Excuse, mais on a moins de temps, il va falloir aller déjeuner. Qui n'est pas si adulte que ça. La mobilité, dans son ensemble, reste un élément essentiel de l'ensemble de la population. Tous les sondages que nous faisons montrent que l'appétit pour la mobilité n'a pas changé. Le type de mobilité risque de changer un petit peu. On voit qu'il y a des trottinettes, des vélos électriques, des scooters, etc. Et donc, le type de mobilité va changer. Il sera chaque fois beaucoup plus efficace en termes d'écologie, d'émissions de CO2. Il sera aussi bien appliqué avec des apps qui permettent de commander, de réserver. Et il y a une interrogation des groupes automobiles sur la meilleure façon pour eux d'avoir accès à leurs propres clients. Traditionnellement, c'était les salons. Les salons sont des endroits où on peut voir, toucher, regarder, ausculter, comparer les véhicules. Le salon de Paris a toujours été un salon avec un nombre de visiteurs parmi les plus élevés du monde, avec ceux de Shanghai et de Pékin. Il faut aussi que les salons se renouvellent. Dans un monde qui est en profonde transformation, il faut que les salons se renouvellent. Ils n'ont pas forcément compris que l'automobile n'est plus un objet de désir ou de consommation, mais peut-être un service. Ça reste un désir, un projet ou un produit de désir, de consommation. Il y a des fans de l'automobile. Ça reste un produit aussi très utile. Toutes les statistiques montrent qu'il y a 80% des Français qui ne peuvent pas aller travailler sans pas de voiture. Donc on voit bien que c'est à la fois... Et on la chasse des villes, on ferme les parkings, il n'y a plus de stations d'essence. Oui, non, mais c'est l'un des paradoxes. Quand vous regardez Paris, vous avez une voie pour rentrer quand vous êtes banlieusard et deux voies pour sortir. La porte d'Asnières, porte de Champère, etc. Ce qui montre que la ville de Paris voudrait exclure les voitures. Mais d'un autre côté, Paris respire par sa coexistence avec la banlieue. Et il y a plusieurs centaines de milliers de voitures, quelques-unes de diesel, qui rentrent dans Paris tous les jours et qui font la richesse de Paris par leur développement. Donc il y a un certain nombre de paradoxes aujourd'hui. Cet appétit de mobilité reste là comme il n'a jamais été dans le passé. Mais le type de mobilité et dans la voiture, le type de voiture vont changer. Et c'est le rôle des industriels, d'une entreprise comme Valeo, d'essayer de se projeter. Qu'est-ce que vous présenterez au Mondial de l'Auto? Des innovations? Ce sera Christophe Périllat de le présenter. Ça sera lui, le directeur général. Christophe Périllat au Mondial de l'Automobile, votre successeur, montrera les formidables innovations de Valeo. J'ai une dernière question, Jacques. Vous allez donc quitter Valeo. Qu'est-ce que vous ferez le jour de votre départ? Un pot de départ? Alors, un pot de départ peut-être. C'est une succession qui a été préparée depuis longtemps. Elle a été préparée depuis l'été 2020, annoncée très clairement en octobre 2020. Alors, je n'aime pas regarder le passé, mais je suis assez fier de ce que les équipes ont fait ces dernières années. Je trouve que les équipes ont été formidables. On n'a pas parlé du court terme et des pénuries de semi-conducteurs. Valeo est une machine de guerre incroyable. On n'a jamais arrêté un client et on en est très très fiers. Nos clients nous ont remercié, m'ont remercié personnellement, et Christophe Périllat également, et l'ensemble des équipes. C'est une vraie machine de guerre qui est très bien préparée pour le futur. Et puis j'aurai une occupation, vous en avez parlé tout à l'heure, puisque je suis devenu la chance d'être le président non exécutif d'Orange. C'est un nouveau métier. Il y a quelques relations quand même. Non, il y a aussi des enjeux à la fois technologique, mais surtout stratégique. Et il y a une directrice générale, Chris Heidemann, qui est absolument top. Donc je suis sûr que Orange sera une très très belle aventure. Merci beaucoup, Jacques Aschenbroich, d'être venu sur le plateau de La Tribune. Merci à Fabienne de nous avoir proposé cette formidable interview bilan. À bientôt.